Les lumières de la station Total Energies tranchaient le brouillard d'octobre comme une lame. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse entre deux inconnus à une pompe à essence allait dégénérer en une conspiration mortelle impliquant des trafiquants d'organes, des motards hors la loi et un grand-père qui ignorait l'existence de son petit-fils. Au moment où la fumée se dissiperait, 4 vies seraient sauvées. Un empire criminel démasqué et une famille déchirée par l'orgueil auraient une dernière chance de rédemption. Daniel Moreau stoppa sa Harley Vintage avec souplesse à la pompe à essence, le moteur de la moto cliquetant en refroidissant. À 62 ans, il se tenait avec l'allure d'un homme qui avait passé des décennies en uniforme, ses cheveux argentés coupés court à la militaire, ses yeux bleu pâle scrutant constamment. La station était isolée le long d'un tronçon d'autoroute serpentant à travers les forêts denses des Vosges, à 30 km du village le plus proche. Une moto massive rugit à côté de lui, son pilote arrêtant la machine noire brutalement. L'homme mesurait facilement 1,90 m, son gilet de cuir arborant l'écusson indubitable d'une tête de mort. Sa barbe sauvage était striée de gris et quelque chose de primal émanait de lui. Daniel garde une expression neutre. Il avait déjà rencontré des motards hors la loi. Sa politique était simple. Montrer du respect, se mêler de ses affaires, éviter les ennuis. Le jeune pompiste émergea, ses yeux s'écarquillant devant les écussons du nouveau venu. Quand le grand homme demanda de l'essence, le pompiste insista pour un paiement préalable. Politique de la société. « J'ai laissé mon portefeuille au local du club », grogna le motard. « Je réglerai demain. »« Je ne peux pas faire ça, » répondit le pompiste reculant. Daniel observa la tension monter. Le motard ne cherchait pas les ennuis, juste de l'essence. Lire les gens avait maintenu Daniel en vie pendant son temps dans une unité d'élite de la Légion étrangère. Cet homme, malgré son apparence intimidante, avait simplement besoin d'aide. « Mettez ça sur ma note, » dit Daniel, s'avançant avec sa carte bancaire. Son réservoir est le mien. Le motard l'étudia surpris, puis ses yeux furent attirés par l'avant-bras de Daniel où la manche s'était relevée, révélant un vieux tatouage, un éclair perçant un crâne. La reconnaissance vacilla. « Guerre du Golfe, » dit l'homme doucement. Daniel acquiesça une fois. « Victor Caron, » se présenta le motard après que les réservoirs furent remplis, tendant une main massive. « Je vous en dois une. » Daniel Moreau. « Et non, vous ne m'en devez pas. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche, » insista Victor. « Les dettes sont payées. Vous allez où ? » ?»« Chez moi. Bois-Joli, à environ 50 km à l'est. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Victor. « Petit monde, j'ai des affaires par là-bas moi aussi. » Alors que Daniel s'éloignait, il ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise. La rencontre semblait insignifiante, mais son instinct suggérait le contraire. Sa cabane était située sur 2 hectares de forêt, isolée et sécurisée. Des lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent à son approche. L'intérieur était spartiate mais fonctionnel, cheminée en pierre, établie avec des pièces de moto, étagère d'histoire militaire. Sur la cheminée se trouvait une photographie, 12 hommes en camouflage désertique à côté d'un hélicoptère. Son unité, 1991. Seuls 5 étaient revenus. Le téléphone sonna, brisant le silence. « Moreau, » répondit-il. « Daniel, c'est Franck Martin. » La voix appartenait au chef de la police de Bois-Joli. « Que puis-je faire pour vous, Franck ?»« Il y a eu un incendie de maison ce soir. Un incendie criminel professionnel, chez Élise Bernard. » Le nom le frappa. David Bernard, pompier volontaire à Bois-Joli, mort il y a 5 ans en sauvant une famille d'un incendie d'appartement. Daniel avait assisté aux funérailles. Élise et le petit vont bien? Ils sont sortis. Mais Daniel, quelqu'un a mis le feu pour les tuer. Élise est infirmière anesthésiste au centre hospitalier universitaire régional. On dit qu'elle a été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Daniel ferma les yeux. « Pourquoi m'appelez-vous » ? « Parce que David me l'a demandé. Juste avant ce dernier incendie, il a dit que si des ennuis arrivaient à Élise et au petit, je devrais vous contacter.
Il a dit que vous comprendriez. Les pièces s'assemblèrent. David Bernard, bien sûr. Où sont-ils? Centre communal, abri d'urgence. Dites à Élise que j'arrive. Il raccrocha et récupéra un coffre-fort en acier sous son lit. À l'intérieur se trouvait un Colt 1911 méticuleusement entretenu, avec des chargeurs de rechange. Il n'avait pas touché cette arme depuis des années. Au centre communal, Daniel trouva Élise assise avec son fils dans un abri de fortune. C'était une femme mince d'une quarantaine d'années, calme malgré une fatigue évidente. À côté d'elle, un garçon de 12 ans aux cheveux blonds dormait sous une couverture de la Croix-Rouge. « Madame Bernard », dit Daniel doucement, « Daniel Moreau. Franck a dit que vous voudriez peut-être parler. » Élise l'étudia. « Je me souviens de vous, aux funérailles de David. Franck a mentionné que David lui avait dit de me contacter si vous aviez des ennuis. Pourquoi dirait-il ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas que vous étiez amis. Nous ne l'étions pas exactement. » Daniel s'assit sur la chaise offerte. L'incendie n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de nous tuer pendant que nous dormions. Qu'avez-vous vu à l'hôpital? Les mains d'Élise se crispèrent. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. C'est juste. Mais vous avez besoin d'un endroit plus sûr que ça. J'ai une cabane, sécurisée, hors réseau. Lucas et vous seriez en sécurité là-bas jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Pourquoi nous aideriez-vous? Disons simplement que j'ai vu assez de veuves et d'orphelins. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Lucas se réveilla, ses yeux s'adaptant à son environnement avec une maturité surprenante pour son âge. « Maman, c'est qui ?»« Une vieille connaissance de ton père, » répondit Élise prudemment. « Monsieur Moreau. » Lucas étudia Daniel avec une curiosité non dissimulée. « Vous connaissiez mon père ?»« Oui, c'était un homme courageux. Le plus courageux. » Acquiesça Lucas solennellement. Il se redressa complètement. « Vous êtes venu nous aider? Maman a peur depuis la semaine dernière, même avant l'incendie. » Élise posa une main douce sur l'épaule de son fils. « Lucas, c'est vrai. J'ai vu ces hommes prendre des photos de notre maison. Et tu as reçu cet appel bizarre. » L'attention de Daniel s'aiguisa. « Quels hommes ?» Lucas regarda sa mère pour obtenir la permission. Après une hésitation, Élise acquiesça. « 2 types dans un SUV noir, » expliqua Lucas. « Ils surveillaient notre maison hier. » Élise ajouta doucement. « Ça a commencé jeudi dernier, après mon service, après avoir vu... » Elle s'interrompit. « L'homme dans le SUV avait un tatouage sur le cou, » continua-t-elle. « Un caducée avec des serpents à tête de mort. Je travaille dans la médecine depuis 15 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. » Daniel enregistra cela. « Ça signifie quelque chose pour vous. » La peur apparut finalement dans les yeux d'Élise. « Ça signifie que ce que j'ai vu est plus profond que je ne le pensais. » Avant que Daniel ne puisse répondre, le chef Martin apparut, le visage tendu. « Nous devons les déplacer maintenant. Un agent a repéré un véhicule suspect qui tourne autour. La même description de SUV. Combien à l'intérieur ? » « Au moins 3, armés. Préparez-vous à les escorter par l'arrière, » ordonna Daniel. « Je vais... » Le grondement des motos coupa la nuit. Pas une ou deux, mais beaucoup. Un cortège de phares apparut. Victor Caron menait la formation, au moins une douzaine de motards derrière lui. Le motard massif descendit de sa moto, s'approchant avec détermination. « Moreau !» salua-t-il Daniel. « Je pensais vous trouver ici. C'est une sacrée coïncidence. » Pas une coïncidence. On a entendu parler de l'incendie. On est venu offrir notre protection. Pour Élise et Lucas Bernard, comment saviez-vous? Les yeux de Victor étaient sérieux. David Bernard était l'un des nôtres. Il a quitté le club quand Lucas était en route. Mais la famille, c'est la famille. Courtoisie professionnelle. Martin s'avança, la main sur son arme. Caron, vos gars doivent dégager. Chef, interrompit Victor calmement. Il y a une escalade noire avec 3 hommes armés qui approchent par le côté est en ce moment. Mes frères et moi sommes ici pour nous assurer qu'Élise et Lucas repartent vivants. Daniel prit sa décision. Franck, nous avons besoin de cette aide. Avant que le chef ne puisse argumenter, sa radio crépita.
Chef, Escalade Noire vient de se garer à l'arrière. 3 hommes sortent avec des armes automatiques. Victor siffla à ses hommes qui descendirent immédiatement, plusieurs plongeant dans les sacoches. Des coups de feu éclatèrent à l'intérieur du centre communal. Daniel, Victor et Martin se précipitèrent par la porte arrière pour trouver 2 policiers cloués au sol, tandis que 3 hommes en tenue tactique avançaient vers la section d'Élise et de Lucas. Daniel leva son colt et tira, faisant tomber l'attaquant le plus proche avec un tir à l'épaule. Victor prit le flanc gauche, tandis que Martin appelait des renforts. Les attaquants, réalisant qu'ils étaient surpassés en puissance de feu, commencèrent à reculer. L'un se retourna pour un dernier tir sur Daniel. Le temps ralentit. Daniel savait que ses réflexes n'étaient plus ce qu'ils étaient. Le tir vint de l'arme de Victor. L'attaquant s'effondra. « Vous l'avez encore, le vieux », commenta Victor. Daniel sécurisa l'attaquant blessé, remarquant un tatouage sur son poignet, le caducée avec des serpents à tête de mort. « Que signifie ce symbole » demanda Daniel. L'homme toussa du sang. « Vous êtes déjà morts. Vous tous, vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. » Les yeux de l'homme se figèrent avant que Daniel ne puisse insister davantage. Élise émergea avec Lucas, son bras protégeant son fils. Elle observa le chaos, puis regarda Victor. « Vous portez toujours ces couleurs ?» Victor acquiesça. « Nous avons promis à David que nous veillerions sur vous si quelque chose arrivait, de loin comme il l'avait demandé. » L'expression d'Élise se durcit. « Je n'ai jamais voulu que Lucas soit exposé à cette vie. » « Et maintenant, intervint Daniel, ces hommes sont venus tuer tout le monde ici pour vous atteindre. Ce que vous avez vu à l'hôpital a des personnes puissantes, prêtes à commettre un meurtre. » Lucas leva les yeux vers sa mère, puis vers Daniel et Victor. « Je n'ai pas peur d'eux. Papa m'a dit qu'ils étaient ses frères autrefois. » Élise ferma les yeux brièvement. Quand elle les rouvrit, une décision était visible. « Monsieur Moreau, j'accepte votre offre. Lucas et moi viendrons dans votre cabane. » Victor échangea un regard avec Daniel. « Il est temps qu'elle sache tout, y compris pourquoi David vous a spécifiquement désigné comme leur protecteur. » Daniel fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Victor parut sincèrement surpris. « Vous ne savez pas. David était le meilleur ami de votre fils. Lucas est votre petit-fils par Michael. » Le garçon leva brusquement les yeux, ses yeux s'écarquillant. L'esprit de Daniel tourbillonnait. Son fils avait été lié à cette ville, à ces gens. Michael Moreau, qu'il croyait mort depuis des années après un accident de moto dans les Alpes de Haute-Provence. Pas de corps, pas de funérailles, juste une absence douloureuse. « Nous devons partir, » dit Daniel, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Cet endroit est compromis. » Victor ajouta doucement. « Daniel, il y a plus que vous devez savoir sur Michael, mais pas ici, plus tard. » Alors qu'il se préparait à partir, Lucas approcha Daniel avec hésitation. « Vous êtes vraiment mon grand-père » Daniel baissa les yeux vers le garçon, voyant des échos de Michael sur son visage. Il semblerait que oui. Lucas tendit sa main formellement. « Je suis content de vous rencontrer, monsieur. Papa disait toujours que la famille est la chose la plus importante. » Daniel accepta la petite main, sentant sa prise ferme. « Votre père semble être un homme sage. » Alors qu'il se dirigeait vers le pick-up de Daniel, les Hells Angels formant une escorte protectrice, la rencontre plus tôt dans la soirée prit un nouveau sens. Rien de tout cela n'était une coïncidence. À la cabane de Daniel, les mesures de sécurité s'activèrent. Les hommes de Victor établirent un périmètre, tandis que Daniel, Élise et Victor se réunirent pour discuter de ce dont Élise avait été témoin. « Il y a 3 nuits, j'ai remplacé une collègue au service de transplantation, » commença Élise. « Il y a eu une transplantation rénale d'urgence. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque l'interne en chirurgie vérifiant le dossier du donneur. » Son expression était étrange. « Qu'avez-vous vu ?» demanda Daniel. « Le donneur était anonyme, mais j'ai entrevu le dossier. Pas d'antécédents médicaux, pas de document de consentement. Juste un code que je n'avais jamais vu auparavant. » Elle continua. « Après l'opération, je suis resté tard. Le bloc opératoire aurait dû être nettoyé, mais il était verrouillé.
J'ai utilisé ma carte d'accès et j'ai trouvé le docteur Lemaire, le chef de service, avec 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Ils emballaient quelque chose dans un conteneur de transport d'organes. Il était près de 2 heures du matin. Aucun transport n'était prévu. Quand ils m'ont vu, Lemaire a paru terrifié. Un homme grand avec ce tatouage de caducée m'a demandé qui j'étais. Je me suis excusé de les interrompre et je suis parti. Mais en m'éloignant, je l'ai entendu dire à Lemaire « Si elle devient un problème, elle disparaîtra comme les autres. » La voix de Victor était basse de colère. Trafic d'organes. Prendre des organes à des personnes vulnérables et les vendre à des clients riches. C'est pire, dit Élise. Hier, j'ai essayé d'accéder aux dossiers chirurgicaux du mois dernier. Plusieurs interventions chirurgicales avaient complètement disparu. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, l'administratrice a dit que ces opérations n'avaient jamais été programmées. Ils effacent des preuves. Daniel se leva brusquement. Nous avons besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. Ces gens ont des ressources, avertit Élise. Ce tatouage appartient à un groupe appelé Consortium Asclepios. Il se présente comme une fondation de recherche médicale, mais il y a des rumeurs sombres. Victor acquiesça. Mes frères collectent des renseignements. Nous avons des contacts au centre hospitalier universitaire régional. Nous saurons quand Lemaire sera vulnérable. Dehors, Lucas examinait la Harley de Daniel avec fascination. Le soleil du matin attrapait ses cheveux blonds, soulignant sa jeunesse et son innocence, tout ce qu'ils étaient maintenant engagés à protéger. « Il y a autre chose », dit Élise doucement. L'homme avec le tatouage connaissait David. Il l'a appelé par son nom en me menaçant. La mort de David n'était pas un accident, n'est-ce pas? Les mains massives de Victor se serrèrent. Nous le soupçonnions. David posait des questions sur des anciens combattants disparus de l'hôpital des armées où il était bénévole, des hommes sans famille, des cibles parfaites. Et maintenant, nous protégeons ce qu'il aimait le plus, affirma Daniel. Il devait attirer Lemaire, le faire parler, l'enregistrer, puis tout transmettre à la gendarmerie nationale. Mais d'abord, Élise et Lucas devaient être dans un endroit vraiment sûr. Daniel appela un vieil ami. Robert Hérault répondit à la 2e sonnerie. Hérault, vint la voix familière. Robert, c'est Daniel Moreau. J'ai besoin d'un endroit sûr pour 2 civils. Niveau de menace élevé, après une brève pause. Pour quand? Aujourd'hui, je ferai préparer le camp. Vous connaissez la route. 3 heures plus tard, après avoir conduit prudemment et changé de véhicule 2 fois, ils atteignirent la propriété d'Hérault, un camp fortifié au fond d'une forêt non signalée. Hérault était un homme grand et mince, d'une 60aine d'années, la peau foncée, contrastant avec les cheveux argentés. Il se déplaçait avec une grâce fluide malgré sa jambe gauche handicapée. Toujours vivant comme un ermite, je vois, salua Daniel. Hérault sourit. Regardez qui parle, ce sont les colis? Élise et Lucas Bernard, confirma Daniel. Hérault approcha Lucas, se penchant à la hauteur du garçon. Tu as eu des jours difficiles. Comment tu tiens le coup? Lucas réfléchit attentivement. Parfois j'ai peur. Mais maman dit qu'être courageux ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Hérault sourit. Ta mère est sage. Il se redressa, s'adressant à Élise. Madame, aucun mal n'arrivera à votre garçon tant qu'il sera sous ma protection. Vous avez ma parole. Élise l'évalua attentivement, puis acquiesça de manière décisive. Merci. Après les avoir installés, Hérault tira Daniel à part. Quand vous avez appelé, vous n'avez pas mentionné que le garçon était le petit-fils de Michael. C'est compliqué. Avec vous, ça l'est toujours. Il s'agit de Michael, n'est-ce pas? Essayez de rattraper le temps perdu à travers son fils. L'expression de Daniel se durcit. Il s'agit d'arrêter des criminels qui assassinent des gens pour des organes. Bien sûr, acquiesça Hérault, mais il s'agit aussi de rédemption. Élise émergea, son expression tendue. Je devrais vous accompagner. Le maire travaille de nuit demain. Notre meilleure opportunité.
Hérault leva un sourcil. Vous prévoyez d'affronter un trafiquant d'organes avec un soutien civil? Elle est le témoin, expliqua Daniel. Elle sait ce qu'il faut chercher, qui est impliqué. Et elle est aussi une mère avec un enfant qui a besoin d'elle, souligna Hérault. Élise leva le menton. C'est mon combat aussi. Ces gens ont tué mon mari, ont brûlé notre maison, ont menacé mon fils. Je ne vais pas rester en retrait. Hérault acquiesça avec respect. Compris, mais vous aurez besoin de plus que des motards et un ancien opérateur. Ce consortium Asclépios semble professionnel, connecté. Donnez-moi 12 heures pour passer des appels. D'autres anciens combattants qui seraient intéressés. Daniel réfléchit. Si vous n'avez pas pris contact d'ici là, nous procédons. Hérault acquiesça. D'accord. Élise alla dire au revoir à Lucas. À travers la fenêtre, Daniel la regarda embrasser son fils, leur lien évident et précieux. « Vous êtes sûr de vouloir emmener une civile au combat ?» demanda Hérault. « Non, mais c'est son choix, et nous avons besoin d'elle. » Hérault soupira. Comme au bon vieux temps, marcher dans le feu avec des informations insuffisantes. Ça a bien marché la plupart du temps. La plupart du temps, fit écho Hérault. Ce sont les autres fois qui m'inquiètent. Ils se turent, accablés par des souvenirs partagés. Après un moment, Hérault parla à nouveau. Le garçon de Michael, sait-il quelque chose de son père? Daniel secoua la tête. Pas encore. Victor dit qu'il y a plus à raconter. Soyez juste prudents. Le passé complique le présent, surtout avec la famille. Élise revint, les yeux légèrement rouges, mais calmes. Lucas comprend. Il m'a fait promettre d'appeler à exactement 7 heures. Alors qu'il se préparait à partir, Lucas courut pour un dernier câlin. « Je serai sage, promit-il. » Élise s'agenouilla, lui prenant le visage dans ses mains. « J'appellerai ce soir, et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Lucas se tourna vers Daniel avec un sérieux inattendu. « Grand-père Daniel, vous garderez maman en sécurité ?» La simple question frappa fort. « Grand-père Daniel ?» Si naturel et pourtant si étranger. « Je le ferai, Lucas. Tu as ma parole. » Le trajet du retour fut tendu mais sans incident, changeant de véhicule à des points prédéterminés. Au 3e changement, Victor lui-même attendait à côté d'une berline. « Tout est sécurisé ?» demanda Daniel. Victor acquiesça. « Le périmètre tient, l'hôpital est calme. Le maire termine son service comme prévu. Ils planifièrent avec soin. Après son service, le maire s'arrêtait dans un bar à 3 pâtés de maison de l'hôpital. Toujours seul, toujours le même box, vulnérabilité parfaite. Alors qu'ils approchèrent de la cabane de Daniel sur le dernier tronçon, l'instinct picota la conscience de Daniel. Quelque chose n'allait pas. Il ralentit, signalant à Victor de retenir. Le monde explosa dans une lumière aveuglante et une force de percussion. Daniel reprit conscience par fragments. Oreille qui bourdonne, verre contre sa joue, goût de sang, odeur de fumée. L'avant de la berline était écrasé contre un chêne. « Élise !» halta-t-il, tendant la main vers elle. Elle bougea, gémissant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« IED, de qualité militaire. » Sa porte était coincée. Il donna un coup de pied dans le reste du pare-brise. « Pouvez-vous bouger ?»« Je crois que oui. Nous devons nous éloigner. Maintenant. » Une fois à l'extérieur, Daniel scruta avec une concentration de prédateurs. Colt dégainé. L'explosion s'était produite à 50 mètres de la route de la cabane, assez près pour désactiver, assez loin pour que les attaquants doivent s'approcher. « Victor !» haleta Élise. Daniel aperçut la moto de Victor sur le côté, puis la voix de Victor. « Par ici !» Le motard émergea de derrière un pin, un fusil de chasse à la main, du sang coulant d'une entaille au front. « J'ai vu du mouvement dans les arbres juste avant l'explosion. 3 hommes, équipement tactique. »« Où maintenant ?» demanda Daniel. « Ils se dirigent vers la cabane. Ils pensent probablement que nous étions plus près quand ils ont déclenché l'engin. » Daniel considéra les options. La procédure standard était de battre en retraite et de se regrouper. Mais cela signifiait abandonner les hommes de Victor à la cabane. Des hommes qui risquaient leur vie pour protéger Élise et Lucas.
Nous contournons, décida Daniel. Le côté nord où les broussailles sont les plus denses. L'élément de surprise compense les chances. Victor sourit d'un air de prédateur. Comme au bon vieux temps, légionnaire. J'ai besoin d'une arme, dit Élise fermement. Les deux hommes parurent surpris. J'ai grandi dans le Cantal. Mon père m'a appris à tirer avant d'apprendre à conduire. Daniel sortit un Glock compact, le lui offrant la poignée en premier. 9 mm standard, 15 cartouches. La sécurité est désactivée. Visez et tirez. Élise l'accepta avec une aisance pratique. Ils se déplacèrent en formation silencieuse. Daniel en pointe, Élise au centre, Victor à l'arrière. L'obscurité croissante dissimulait leur approche tandis que les attaquants étaient en silhouette contre les lumières de sécurité. Au bord de la clairière, Daniel leva le poing. Devant, 3 hommes en tenue tactique avançaient vers la cabane, utilisant les arbres comme couverture. Leurs mouvements étaient disciplinés, coordonnés. À l'intérieur, les hommes de Victor réagirent avec une conscience tactique, se positionnant pour couvrir les angles d'approche, mais ils étaient en infériorité numérique et en puissance de feu. « Nous devons égaliser les chances, » murmura Daniel. « En attirer un. » Victor sortit une grenade flashbang militaire, toujours préparée. Daniel décrivit rapidement le plan. Victor créerait une diversion avec la flashbang. Daniel et Élise prendraient le flanc nord, éliminant tout attaquant qui réagirait. « Maintenant, » ordonna Daniel. Victor lança la flashbang avec précision. Elle explosa dans une lumière et un son désorientant. 2 attaquants se tournèrent vers l'explosion. Daniel se déplaça avec une vitesse pratique, son premier tir attrapant l'attaquant le plus proche à l'épaule. Élise tire simultanément, forçant le second à plonger pour se mettre à couvert. Victor émergea de l'est, le fusil de chasse rugissant. À l'intérieur de la cabane, les motards tirèrent une couverture. Pendant quelques secondes, la nuit fut remplie de coups de feu chaotiques. Daniel se déplaça méthodiquement, se rapprochant de l'attaquant blessé. « Restez au sol », ordonna Daniel avec une autorité incontestable. L'attaquant se figea, puis leva lentement les mains. Le sang s'infiltra à travers son gilet tactique. Le 3e attaquant tenta désespérément de rejoindre la ligne d'arbres. Élise le suivit, mais retint son feu. La portée était extrême. « Il s'enfuit », appela-t-elle. Daniel était déjà en mouvement, coupant à travers les arbres pour l'intercepter. Il émergea à 20 mètres devant, colt levé. Assez loin, l'homme dérapa pour s'arrêter. Pendant un moment, Daniel pensa qu'il pourrait se rendre. Au lieu de cela, l'attaquant leva son arme. Daniel tire 2 fois. Le premier tir frappa l'armure corporelle. Le second trouva la cuisse supérieure, sectionnant l'artère fémorale. L'attaquant s'effondra. Daniel repoussa l'arme, puis appliqua un garrot. L'homme vivrait assez longtemps pour répondre aux questions. Un silence soudain suivit les coups de feu. Victor appela ses hommes, confirmant qu'ils étaient indemnes. Élise approcha, Glock toujours correctement tenu. « C'est fini » demanda-t-elle, la voix remarquablement stable. « Pour l'instant, mais ils en verront d'autres. » Victor approcha. « Mes gars à l'intérieur vont bien. La cabane a subi des dommages. » Daniel s'agenouilla à côté de l'attaquant conscient, enlevant son masque pour révéler un visage étonnamment jeune, une trentaine d'années avec des traits durcis. « Ancien militaire ?» demanda Daniel. La mâchoire de l'homme se serra silencieusement. « Écoutez attentivement, » continua Daniel avec désinvolture. « Je veux des informations sur le consortium Asclépios et leur opération au CHU régional. Donnez-moi ça et vous partez. » Pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que j'étais là où vous êtes une fois, suivre les ordres, faire ce qui devait être fait. Mais il y a des limites. Récolter des organes sur des anciens combattants sans abri, c'est une limite. Quelque chose changea dans l'expression de l'attaquant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », insista-t-il, mais avec moins de conviction. Victor se joignit à eux. 4 de mes frères ont disparu au cours de la dernière année. Des anciens combattants, tous. Des hommes qui ont servi leur pays puis ont connu des moments difficiles. Ils ont disparu près du centre hospitalier universitaire régional. Maintenant, nous savons pourquoi.
Les yeux de l'attaquant errèrent entre eux, calculant. Élise s'avança, sa formation médicale s'affirmant alors qu'elle examinait son épaule. Ça a besoin de soins appropriés. Vous êtes un soldat, continua-t-elle, ou vous l'étiez. Vous vous êtes engagé à protéger les gens, pas à aider à les assassiner pour des organes. L'homme grimaça. Je ne savais pas quelle était l'opération quand je me suis engagé. Détachement de sécurité, ont-ils dit. Bon argent, pas de question. Quand avez-vous compris? Insista Daniel. Longue pause. Il y a 3 mois, j'ai surpris une conversation entre le docteur Lemaire et la directrice. Ils ont parlé d'inventaire et de calendrier de récolte. Il n'a pas fallu longtemps pour faire le lien. La directrice? Demanda Élise. Le docteur Valérie Dubois, chef du consortium Asclépios, ancienne chirurgienne militaire devenue dirigeante pharmaceutique. Il grimaça alors qu'Élise serrait le bandage. Écoutez, j'ai une famille, une hypothèque. Je ne pouvais pas simplement partir. Mais vous le pouvez maintenant, offrit Daniel. Dites-nous tout. Protocole de sécurité, emplacement des installations, personnel. Vous disparaissez, nouvelle identité, nouveau départ. L'attaquant étudia le visage de Daniel à la recherche de tromperie. Quoi qu'il ait vu, cela le convainquit. Il acquiesça lentement. Il y a une installation secondaire, à 30 km de la ville, un ancien bâtiment de recherche pharmaceutique. C'est là qu'ils font la récolte. Le CHU régional sert juste à l'identification et à l'évaluation. Les mains d'Élise se figèrent. Donneur. Vous voulez dire victime. Il eut la décence de détourner le regard. Le terme officiel est bénévoles médicaux. La plupart sont sans abri, sans famille, beaucoup avec des problèmes de santé. Le dépistage se fait dans des cliniques gratuites gérées par Asclépios. Quiconque a des organes viables et pas de relation est signalé. Daniel sentit une rage froide monter, mais garda sa voix stable. Combien? Je ne connais pas le total. 2, 3 par semaine d'après ce que j'ai vu. L'opération dure depuis environ 18 mois. Victor jura doucement. Des douzaines. Peut-être des centaines d'anciens combattants assassinés. Pas seulement des anciens combattants, précisa l'homme. Toute personne vulnérable, mais les anciens combattants étaient préférés, une meilleure santé de base. Le sang-froid tactique qui avait servi Daniel tout au long de sa carrière lui permit maintenant de traiter cette horreur avec une précision détachée. Demain soir, décida Daniel, nous frappons l'installation secondaire, mettons fin à ça à la source. Les yeux de l'attaquant s'écarquillèrent. Vous êtes fou, cet endroit est une forteresse, gardes armés, sécurité électronique. J'ai affronté pire, répondit Daniel avec une confiance tranquille. Victor acquiesça. Mes frères rouleront avec vous. Tous. L'expression d'Élise se durcit de résolution. J'identifierai le personnel médical. M'assurerai qu'aucun ne s'échappe. Alors qu'il finalisait la planification, des sirènes lointaines devinrent audibles. « La police !» avertit Victor. Daniel se tourna vers l'attaquant. « Dernière chance, êtes-vous avec nous ou contre nous ?» L'homme hésita brièvement. « Ce que vous décrivez est un suicide, mais... » Il jeta un coup d'œil à Élise, puis de nouveau à Daniel. « J'ai des compétences que vous pourriez utiliser. Schéma de sécurité, rotation des gardes, code d'accès. » « Pourquoi ce changement soudain ?» demanda Daniel avec scepticisme. « Peut-être que je veux dormir la nuit à nouveau. » L'homme fit une pause. « Je m'appelle Gauthier, ancien des forces spéciales. » Les yeux de Victor se rétrécirent. « Quel régiment ? » « 1er régiment parachutiste de marine, une mission au Sahel. » Victor et Daniel échangèrent des regards. Le premier RPIMA avait une réputation d'excellence et de camaraderie. Si Gauthier disait la vérité sur son